Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Mon mariage était comme une vieille paire de chaussures confortables, usées, fiables, mais plus vraiment excitantes. 6 ans avec Jennifer. 6 ans de ce que je pensais être une base solide, bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Je m'appelle Michael Preston, j'ai 35 ans, et j'ai toujours cru qu'il fallait faire les choses de la bonne manière. Travailler dur, traiter les gens équitablement, honorer ses engagements et surtout l'engagement que j'ai pris envers Jennifer quand j'ai glissé cette bague à son doigt. Notre maison de 3 chambres est située dans l'un de ces quartiers de banlieue tranquilles où les gens se saluent depuis leurs allées et se plaignent des impôts fonciers lors des barbecues. Jennifer a quitté son emploi de graphiste il y a 3 ans pour se consacrer à la maison, comme elle disait. Je ne l'ai jamais remis en question. Je gagnais assez d'argent dans l'entreprise technologique où je suis directeur marketing. Elle semblait heureuse. Nous semblions heureux. Pas passionnés, peut-être. Pas comme à nos débuts, quand nous ne pouvions pas nous lâcher. Mais stable. En sécurité. Ça compte, n'est-ce pas? Un jeudi après-midi a tout changé, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Ma réunion client a été annulée à cause d'une urgence de leur côté. Au lieu de mon arrivée habituelle à 18h15, je me suis retrouvé à tourner ma clé dans la serrure à 15h47. La maison sentait les bougies à la vanille et le café, des odeurs d'après-midi normales. Mais quand je suis entré dans la cuisine, quelque chose a traversé le visage de Jennifer. De la surprise, sans aucun doute. Mais était-ce aussi du soulagement? L'expression a disparu si vite que j'ai failli me convaincre que je l'avais imaginé. Tu es rentré tôt, s'est-elle exclamée, son sourire trop éclatant, comme des projecteurs de scène qui font mal aux yeux. La réunion a été annulée, ai-je expliqué. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'organise juste quelques trucs, a-t-elle répondu, désignant vaguement la cuisine. J'ai remarqué qu'elle fermait son ordinateur portable d'un clic sec. L'écran est devenu noir avant que je puisse voir ce qu'elle regardait. Je suis monté me changer, desserrant ma cravate en grimpant les marches familières. Quelque chose dans cet après-midi me semblait bancal, comme un tableau légèrement de travers. En passant devant la chambre d'amis, j'ai jeté un coup d'œil par habitude. Nous utilisons rarement cette pièce, cela faisait peut-être 8 mois depuis la dernière visite du cousin de Jennifer l'hiver dernier. C'est là que je les ai vus. Des draps blancs impeccables, tirés à 4 épingles avec des coins faits au carré, bien tendus sur le lit. Ce matin, en partant au travail, c'étaient les vieux draps bleus délavés que nous avions depuis des années. Je suis resté sur le pas de la porte, confus. Pourquoi changerait-elle les draps d'une chambre que personne n'utilise? J'ai trouvé Jennifer dans la buanderie, le dos tourné, alors qu'elle chargeait la machine à laver. Les vieux draps bleus y entraient, ainsi que des serviettes et d'autres articles divers. La porte de la machine s'est refermée avec plus de force que nécessaire. Pourquoi changes-tu les draps de la chambre d'amis, ai-je demandé, gardant un ton décontracté, curieux plutôt qu'accusateur. Jennifer a sursauté comme si j'avais crié, la main pressée sur sa poitrine. Oh, je pensais juste qu'ils avaient besoin d'être lavés, a-t-elle bafouillé. Tu sais, le ménage de printemps. J'ai hoché la tête lentement. C'est logique, ai-je répondu. Mais nous étions en octobre. Et nous n'avions pas eu d'invité depuis 8 mois. Et qui fait le ménage de printemps au milieu d'un jeudi après-midi? Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de ma femme, je fixais le plafond tandis que la respiration de Jennifer s'installait dans le rythme régulier du sommeil. Mon esprit ne cessait de ressasser les moments étranges de l'après-midi. Son expression surprise à mon retour prématuré, l'ordinateur refermé brusquement, ses draps blancs remplaçant les bleus parfaitement propres. Il y a probablement une explication raisonnable, me disais-je. Peut-être a-t-elle renversé quelque chose sur les anciens draps. Peut-être prévoit-elle de recevoir des invités bientôt et a oublié de m'en parler. Peut-être que je me fabrique des problèmes là où il n'y en a pas, comme le font les gens quand ils s'ennuient ou cherchent du drame dans une vie paisible. Mais l'image de ces draps blancs revenait sans cesse dans mon esprit. Pas seulement les draps eux-mêmes, mais la façon dont ils avaient été faits. Des coins parfaits, bordés avec une précision militaire. Jennifer n'avait jamais été aussi ordonnée. Elle laissait traîner des serviettes sur le sol de la salle de bain et de la vaisselle dans l'évier. Alors pourquoi deviendrait-elle soudainement une experte du linge de maison pour la chambre d'amis? Peut-être que je suis paranoïaque. Peut-être que je détruis ma propre tranquillité d'esprit pour une histoire de lessive. Mais en fermant les yeux ce soir-là,
une pensée ne me quittait plus, pourquoi quelqu'un changerait-il des draps au milieu d'un jeudi après-midi? Le week-end a rampé comme un animal blessé. Je ne pouvais pas secouer le sentiment que quelque chose de fondamental avait basculé dans ma maison, dans mon mariage, dans ma compréhension même de la réalité. Le samedi matin, Jennifer a annoncé au petit déjeuner qu'elle et sa sœur prévoyaient une journée entière de shopping dans les magasins d'usine. 1 heure de route aller-retour, a-t-elle expliqué, beurrant son pain grillé avec une précision délibérée. Elle ne rentrerait probablement pas avant le soir. Je l'ai encouragée avec enthousiasme, peut-être trop d'enthousiasme. Amuse-toi bien, prends ton temps, dîne peut-être là-bas, ai-je suggéré. Je l'ai regardé partir à 9 heures, sa voiture disparaissant dans notre rue calme, et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur. En moins d'1 heure, j'avais commandé 3 petites caméras de sécurité sur un site de vente en ligne avec livraison le jour même. La partie rationnelle de mon cerveau hurlait que j'étais ridicule, paranoïaque, franchissant des lignes que les mariages stables ne franchissent pas. Mais une voix plus forte insistait sur le fait que je devais savoir ce qui se passait dans ma propre maison quand je n'y étais pas. Si rien ne va mal, me disais-je, je les désinstallerai et Jennifer ne le saura jamais. Si quelque chose ne va pas, je dois savoir. Les caméras sont arrivées à 14 heures. J'ai travaillé rapidement, méthodiquement, en m'appuyant sur tous les projets de bricolage que j'avais réalisés. Une caméra couvrait la porte d'entrée et l'allée, déguisée en lampe à détecteur de mouvement. Une autre était placée dans l'angle du salon, cachée derrière la plante décorative que la mère de Jennifer nous avait offerte pour notre anniversaire. Une dernière se trouvait dans le couloir de l'étage, parfaitement inclinée pour capturer quiconque entrait ou sortait de la chambre d'amis. Je les ai réglées pour enregistrer en continu, les images étant téléchargées sur un stockage cloud crypté auquel moi seul pouvais accéder. À l'heure où Jennifer est revenue à 19 heures, chargée de sacs de shopping et bavardant sur les soldes et les réductions, les caméras étaient invisibles, intégrées parfaitement dans notre foyer comme des parasites numériques. J'ai aidé à porter ses achats à l'intérieur, souriant et hochant la tête pendant qu'elle décrivait sa journée. Les magasins étaient bondés, mais j'ai trouvé des affaires incroyables, racontait-elle avec excitation. Elle m'a montré une robe, une paire de chaussures, une veste qu'elle ne porterait jamais. Ma sœur a dépensé 2 fois plus que moi, a-t-elle ajouté en riant. Je n'ai pas vérifié les caméras cette nuit-là. Pas encore. J'avais besoin d'une base de référence, d'une semaine complète de séquences pour établir des schémas, pour voir si mes soupçons étaient fondés ou si je fabriquais des problèmes dans un mariage sain. La semaine qui a suivi donnait l'impression de vivre dans une simulation où tout semblait normal, mais dont le code sous-jacent était corrompu. J'allais au travail chaque matin, j'assistais aux réunions, je gérais mon équipe, je répondais aux emails, tout en sachant que, quelque part dans le cloud, des séquences de ma maison vide s'accumulaient comme les preuves de quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir découvrir. Mais j'ai remarqué des choses. De petites choses que j'aurais pu négliger auparavant quand j'avais une confiance aveugle. Jennifer semblait différente, plus énergique, presque rayonnante. Elle s'habillait mieux alors qu'elle était censée être seule à la maison toute la journée. Maquillage appliqué avec soin, cheveux coiffés plutôt qu'attachés en queue de cheval, tenue qui semblait choisie délibérément plutôt que saisie au hasard dans le placard. Elle était constamment sur son téléphone, souriant aux messages d'une manière qui me nouait l'estomac. Quand j'entrais dans une pièce, le téléphone disparaissait dans sa poche ou se retournait face contre le comptoir comme un réflexe coupable. Quand je lui demandais à qui elle envoyait des messages, elle balayait la question avec une désinvolture travaillée. « C'est juste ma sœur, disait-elle. C'est juste le groupe de discussion du quartier, prétendait-elle une autre fois. Juste des notifications de shopping en ligne, était sa réponse habituelle. C'était toujours quelque chose d'innocent et d'ennuyeux. Jeudi soir, elle était exceptionnellement affectueuse, préparant mon plat préféré sans que je le demande, m'interrogeant sur ma journée avec ce qui semblait être un intérêt sincère, suggérant que nous regardions un film ensemble. J'ai joué le jeu, mais tout cela semblait calculé, comme si elle cochait les cases d'une liste de devoirs d'épouse plutôt que d'exprimer une affection spontanée. Vendredi soir, Jennifer a prétexté un mal de tête et s'est couchée à 21 heures. J'ai attendu que sa respiration devienne profonde, signe de sommeil, puis j'ai pris mon ordinateur dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis sur le carrelage froid, le dos contre la porte. J'ai ouvert les enregistrements de la semaine passée. Du lundi au mercredi, rien d'inhabituel. Jennifer faisait la lessive, regardait la télé, faisait défiler son téléphone, préparait le déjeuner, une vie domestique normale. Je commençais à me sentir idiot,
comme un mari paranoïaque détruisant son mariage avec des soupçons sans fondement. Puis j'ai chargé les images de jeudi. 10h47. Une voiture que je ne reconnaissais pas s'est garée dans mon allée. Un homme en est sorti, grand, athlétique, la trentaine, portant un jean et une chemise ajustée. Il s'est dirigé vers ma porte d'entrée avec l'assurance de quelqu'un qui était chez lui, quelqu'un qui était attendu. Jennifer a ouvert la porte avant même qu'il ne puisse frapper. Mon doigt flottait au-dessus du bouton de lecture. Une partie de moi voulait fermer l'ordinateur, tout supprimer, prétendre que je n'avais jamais vu cette voiture. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai cliqué sur lecture. Et mon mariage a pris fin dans les 60 minutes de vidéos silencieuses qui ont suivi. Je me suis forcé à regarder chaque seconde, assis sur le sol de la salle de bain, le dos pressé contre la porte verrouillée. Ma femme dormait paisiblement à 3 mètres de là, dans notre lit. L'écran brillait dans l'obscurité, me montrant la destruction de tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Jennifer est apparue à l'écran portant une robe noire que je n'avais jamais vue, ajustée, élégante, le genre qu'elle portait quand nous sortions ensemble et qu'elle voulait faire impression. Elle a enlacé l'inconnu sur le pas de la porte, et même à travers le grand angle de la caméra, je pouvais voir que ce n'était pas une accolade amicale. C'était trop long, trop familier, trop intime. Ils sont passés dans le salon, et Jennifer a versé du vin, la bouteille onéreuse que je gardais pour notre anniversaire le mois prochain. Ils se sont assis l'un près de l'autre sur le canapé, sa main sur le genou de l'homme, son bras à lui autour de ses épaules. Ils riaient, ils étaient à l'aise, comme si c'était une routine, comme s'ils étaient à leur place. À 11h23, ils se sont embrassés à un baiser profond, passionné, le genre de baiser que je n'avais pas reçu de ma femme depuis des mois, peut-être des années. J'ai vu mon mariage mourir à ce moment-là. Pas le document légal, ni le compte bancaire commun, ni les paiements de l'hypothèque, mais le vrai mariage, celui bâti sur la confiance, la fidélité et la conviction que nous étions engagés l'un envers l'autre avant tout le monde. Ils ont commencé à se déshabiller juste là, dans mon salon. Sa main glissait sous sa robe, les doigts de Jennifer manipulaient sa ceinture avec une efficacité rodée. Puis ils se sont dirigés vers le couloir, s'embrassant toujours, laissant une traînée de vêtements sur mon parquet comme des miettes de pain marquant le chemin vers ma destruction. J'ai passé la section suivante en accéléré. Je n'avais pas besoin de voir les détails. L'entrée de la chambre d'amis était partiellement visible sur la caméra du couloir. Je pouvais voir des mouvements, des ombres, les preuves d'une trahison intime se produisant sur ces draps blancs que Jennifer avait changés si soigneusement. Les draps sur lesquels elle avait menti. Les draps qui étaient maintenant la preuve de sa préméditation. À 12h15, l'homme est ressorti, entièrement habillé, les cheveux légèrement ébouriffés. Jennifer l'a raccompagné à la porte portant seulement mon peignoir, le peignoir en éponge bleue que j'avais reçu pour Noël 2 ans auparavant. Ils se sont embrassés pour se dire au revoir sur le pas de la porte, d'un geste tendre et persistant, comme des amants qui allaient se revoir bientôt. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, Jennifer est passée à l'action avec une efficacité dévastatrice. Elle a défait le lit d'amis comme une femme de ménage professionnelle, a chargé la machine à laver, s'est douchée, s'est remise dans les vêtements décontractés qu'elle portait le matin même. À 13h, toute trace de la liaison était effacée. Notre maison retrouvait sa façade de normalité conjugale. Mon mariage s'était terminé quelque part entre 10h47 et 12h15 un jeudi matin, mais je ne l'apprenais que maintenant, assis sur le carrelage froid à 23h un vendredi soir. J'ai regardé les images 3 fois de plus, m'obligeant à absorber chaque détail comme un détective étudiant les preuves d'une scène de crime. La façon dont Jennifer touchait cet étranger, la façon dont elle lui souriait à un sourire authentique, radieux, rien à voir avec les sourires polis qu'elle me réservait. L'efficacité pratiquée avec laquelle elle nettoyait tout après. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas une erreur commise dans un moment de faiblesse. C'était une routine, planifiée, exécutée avec la précision de quelqu'un qui l'avait déjà fait et s'attendait à le refaire. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur, je l'ai nommé épreuve, et j'ai sauvegardé chaque clip pertinent. J'ai pris des captures d'écran, noté les horaires, relevé la voiture et la plaque d'immatriculation de l'étranger clairement visible, et capturé Jennifer ouvrant la porte avec ce sourire radieux. J'avais tout ce qu'il me fallait pour un avocat spécialisé en divorce. La preuve de l'adultère, les dates et heures documentées, des preuves visuelles qui rendraient tout règlement judiciaire totalement en ma faveur. Mais alors que j'étais assis là, dans la salle de bain sombre, écoutant la respiration paisible de ma femme à travers la porte,
une nouvelle pensée a pris racine et a commencé à pousser comme une plante vénéneuse. Je pourrais demander le divorce lundi matin, la prendre par surprise nette, rapide, dévastateur. Lui montrer les preuves, laisser son avocat voir les images, regarder son monde s'effondrer aussi efficacement qu'elle avait effacé les preuves de sa trahison. Mais cela signifierait que l'étranger ne saurait jamais qu'il avait été pris. Il apprendrait simplement un jour que Jennifer était divorcée et continuerait sa vie sans conséquence. Il trouverait une autre femme mariée à séduire, boirait le vin d'un autre mari, dormirait dans la chambre d'amis d'un autre homme. Non. J'ai refermé l'ordinateur lentement. Ma mâchoire était serrée. Le divorce était le résultat final, mais ce n'était pas suffisant. Pas pour 6 ans de mensonges, pas pour avoir été pris pour un imbécile dans ma propre maison. Cet homme devait lui aussi faire face aux conséquences. Il devait savoir que les actes ont un prix, que les mariages des autres ne sont pas des jouets que l'on manipule et que l'on jette. Au moment où la lumière de l'aube se glissait par la fenêtre de la salle de bain, j'avais la structure d'un plan. Pas seulement des preuves, pas seulement un divorce, mais quelque chose qui ramènerait l'amant sur le pas de ma porte, vulnérable, exposé et pris en flagrant délit. Lundi matin, j'ai souri à Jennifer au petit déjeuner et j'ai prononcé les mots qui allaient tout déclencher: je dois aller à Seattle pour une conférence d'affaires. Un voyage d'1 semaine. Je pars mercredi. Le visage de Jennifer a eu une réaction fascinante. Pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne puisse contrôler son expression, le soulagement a traversé ses traits comme un rayon de soleil perçant les nuages. Puis elle a masqué cela par de l'inquiétude, penchant la tête avec ce qu'elle pensait probablement être une sollicitude amoureuse. Toute 1 semaine? C'est tellement soudain, a-t-elle répondu. J'ai haussé les épaules, jouant mon rôle à la perfection. Une grosse réunion client. Johnson veut que je m'occupe de la présentation personnellement. On n'y peut rien, ai-je expliqué. Désolé pour le court préavis. Bien sûr, a répondu Jennifer, et j'ai vu sa main se diriger vers son téléphone sur la table, ses doigts tremblants d'une excitation à peine contenue. Je comprends tout à fait. Ce sont des choses qui arrivent dans les affaires. Une pause, puis la réponse obligatoire de l'épouse: tu vas me manquer. Je me suis penché pour serrer sa main libre. Toi aussi, tu vas me manquer, ai-je répondu. Je pensais exactement le contraire. Lundi et mardi se sont traînés dans une préparation minutieuse. J'ai confirmé les détails avec l'avocat que j'avais discrètement engagé au cours du week-end. Les papiers étaient prêts à être déposés, tout était documenté et juridiquement inattaquable. J'ai dit à mon patron que je devais travailler à distance pendant quelques jours, invoquant une vague urgence familiale qui pourrait nécessiter mon attention immédiate. Il n'a pas posé de questions. Mardi soir, j'ai préparé une valise sous l'œil de Jennifer qui se tenait dans l'encadrement de la porte, me demandant si j'avais besoin d'aide avec une innocence qui aurait été touchante si je n'avais pas su ce qu'elle préparait. Ça va, ai-je répondu, pliant mes chemises avec un soin délibéré. Tu devrais profiter d'avoir la maison pour toi toute seule pendant 1 semaine. Détends-toi. Regarde en boucle ces émissions que je prétends ne pas aimer. Jennifer a ri, et pour un moment, cela a presque semblé sincère. Peut-être que je le ferai, a-t-elle dit. Peut-être que je vais enfin rattraper toute cette télé-réalité que tu détestes. Le mercredi matin est arrivé, gris et pluvieux. J'ai chargé ma valise dans la voiture, j'ai embrassé Jennifer sur le perron. Ses lèvres étaient froides. Ou peut-être n'était-ce que mon imagination. J'ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai regardée se tenir sur le pas de la porte, et même à cette distance, j'ai pu la voir sortir son téléphone avant même que j'aie atteint le bout du pâté de maison. Je ne suis pas allé à l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai conduit 15 minutes à travers la ville et j'ai pris une chambre dans un Marriott, payant en espèces et utilisant un faux nom que je m'étais entraîné à écrire. La chambre était celle d'un hôtel d'affaires générique. Moquette beige, œuvre d'art insipide, un bureau qui ressemblait à tous les autres bureaux d'hôtel en Amérique. J'ai installé mon ordinateur et je me suis connecté au flux des caméras. Ma maison apparaissait à l'écran, vide à l'exception de Jennifer, qui faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone pressé contre l'oreille. Même à travers la vidéo silencieuse, je pouvais voir son animation, son excitation. Elle préparait quelque chose, et je savais exactement quoi. Je l'ai surveillée ce soir-là. Elle a commandé de la cuisine thaïlandaise que nous aimions tous les deux, a dîné seule devant Netflix et s'est couchée à une heure raisonnable. Une soirée normale pour une femme dont le mari est en voyage.
J'ai commandé un service de chambre, un club sandwich qui avait un goût de carton, et j'ai mangé mécaniquement sans jamais quitter l'écran des yeux. Jeudi matin, j'étais réveillé à 5 heures. Mon café refroidissait à côté de moi alors que je surveillais les flux avec l'intensité d'un chirurgien pratiquant une opération délicate. Jennifer s'est réveillée à 8 heures, a pris une douche plus longue que d'habitude, puis le schéma de la semaine précédente s'est répété comme un cauchemar en boucle. Elle a mis une nouvelle robe, vert foncé cette fois, cintrée à la taille, visiblement chère. Elle s'est maquillée avec une précision méticuleuse, a coiffé ses cheveux comme si elle se préparait pour une séance photo. À 10 heures, elle vérifiait par les fenêtres, rangeait le salon qui était déjà propre, versait du vin dans 2 verres avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement quand son invité arriverait. 10h30, alerte de mouvement sur mon téléphone. La même voiture, le même homme. Remontant mon allée avec la même démarche assurée, comme s'il était le propriétaire, comme s'il était plus à sa place que moi. Jennifer a ouvert la porte avant qu'il ne frappe, l'a attiré à l'intérieur, l'a embrassé immédiatement avec une passion qui m'a noué l'estomac. J'ai regardé pendant exactement 15 minutes. Assez longtemps pour les voir se diriger vers le canapé. Assez longtemps pour voir ses mains glisser sous sa robe. Assez longtemps pour les voir s'embrasser debout. Se dirigeant vers l'escalier. Vers la chambre d'amis. Vers ses draps blancs. Puis j'ai refermé l'ordinateur. J'ai pris mes clés de voiture. Et je suis rentré chez moi. Mes mains étaient stables sur le volant. Après 6 ans de réunion d'entreprise à contrôler mes réactions sous pression, je savais comment garder mon sang-froid. Mais ce n'était pas de la colère. C'était au-delà de la colère. C'était une détermination glaciale. Je me suis garé 2 maisons plus loin et j'ai marché calmement jusqu'à ma porte d'entrée. Ma maison avait l'air paisible de l'extérieur. Pelouse impeccable. Rideaux fermés. L'image de la tranquillité suburbaine. J'ai déverrouillé la porte en silence et je suis entré. Des bruits venant de l'étage. Exactement ce à quoi je m'attendais. Exactement ce qui a allumé quelque chose de sombre et primitif dans ma poitrine. J'ai grimpé les escaliers vers la chambre d'amis, là où 2 personnes s'apprêtaient à découvrir que l'intimité est une illusion quand quelqu'un possède la maison dans laquelle vous le trahissez. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas frappé. Je ne me suis pas annoncé pour leur donner une chance de se ressaisir ou de fabriquer des explications. J'ai défoncé la porte d'un coup de pied. La serrure a éclaté avec un craquement d'os brisé. La porte a violemment frappé le mur, laissant une marque dans le plâtre. Jennifer et l'étranger étaient exactement là où je savais qu'ils seraient. Pris dans la position la plus vulnérable et la plus compromettante possible. La tête de l'homme s'est tournée vers la porte. Son visage est passé par la confusion, la reconnaissance et la terreur en l'espace d'un seul battement de cœur. Sa bouche s'est ouverte pour parler, mais je ne lui ai pas laissé le temps de trouver ses mots. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées, je l'ai saisi par l'épaule, sa peau était chaude et glissante de sueur et je l'ai arraché de ma femme. Mon poing a rencontré son visage avant que l'un d'eux ne puisse réagir, l'impact résonnant dans mon bras comme une décharge électrique. Mes articulations ont percuté l'os avec un craquement écœurant que j'ai ressenti jusque dans mon âme. Le sang a jailli de son nez en une gerbe pourpre qui a éclaboussé ses draps blancs. Jennifer a hurlé. Le son était perçant, primaire, mais ce n'était plus qu'un bruit de fond pour moi. L'étranger s'est effondré lourdement, nu et se débattant, essayant de se protéger avec ses bras levés. Je l'ai suivi au sol, 6 ans de séances de gym discipliné et d'agressivité contrôlée trouvant enfin leur utilité. Un autre coup à la mâchoire, un autre dans les côtes. Cet homme était entré chez moi, avait dormi dans mon lit d'amis, touché ma femme, bu mon vin, et pensait qu'il pourrait simplement s'en aller. Chaque entraînement, chaque frustration, chaque moment de colère contenu lors des réunions d'entreprise, tout cela était canalisé dans ces moments de violence pure et juste. Michael, arrête, sanglotait Jennifer, essayant de me retenir, ses mains s'agrippant à ma chemise. Le drap qu'elle avait enroulé autour d'elle glissait, mais la pudeur semblait moins importante que la limitation des dégâts. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle plaidé désespérément. Je me suis tourné vers elle, et elle a reculé devant la fureur dans mes yeux. C'est exactement ce que je crois, ai-je hurlé. Les mots sont sortis avec une telle force que la pièce semblait trop petite, trop confinée. L'étranger haletait au sol, le sang coulant de son nez et de sa lèvre fendue, émettant des sons d'animal blessé. J'ai asséné un dernier coup de pied dans ses côtes, pas assez fort pour causer des dommages permanents,
mais assez pour marquer un point qui durerait des semaines. Puis je l'ai saisi par la cheville et je l'ai traîné. Il était trop hébété pour résister efficacement, laissant une traînée de gouttes de sang sur la moquette beige tandis que je le tirais en bas des escaliers. Il émettait des sons, des protestations haletantes, des supplications gémissantes, mais mes oreilles bourdonnaient trop fort de ma fureur pour traiter ses paroles. J'ai ouvert la porte d'entrée sur cet après-midi ensoleillé et je l'ai littéralement jeté sur la pelouse. Il a atterri dans un tas informe et nu, visible pour tout voisin qui pourrait regarder par sa fenêtre. Madame Thomas, la voisine d'à côté, devait avoir droit à un sacré spectacle. Si je te revois un jour près de ma maison, lui ai-je dit, ma voix étant désormais d'un calme mortel, la rage se cristallisant en quelque chose de plus dur et de permanent, je finirai ce que j'ai commencé. J'ai claqué la porte et je me suis retourné pour trouver Jennifer dans les escaliers, un drap enroulé à la hâte autour de son corps, le mascara coulant sur son visage comme des peintures de guerre. Elle semblait plus petite, diminuée, comme si on l'avait vidée de son air. « Michael, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer », a-t-elle commencé. « Sors », ai-je déclaré d'un ton plat. « Quoi » a-t-elle demandé, la confusion se mêlant à la panique. « Habille-toi et sors de ma maison », ai-je répété. La voix de Jennifer est montée dans un ton désespéré. « Michael, c'était la première fois. »« Je te jure que nous venons juste de, » a-t-elle protesté. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le fichier vidéo du jeudi précédent et tourné l'écran vers elle. Elle s'est vue ouvrir la porte à l'étranger, s'est vue l'embrasser, s'est vue se diriger vers la chambre d'amis avec lui. L'horodatage était clair. Il y a une semaine. Son visage s'est vidé de ses couleurs comme si on avait ouvert une valve. « Tu as enregistré » a-t-elle chuchoté, horrifiée. Pendant une semaine, ai-je répondu froidement, ma voix vide de tout sentiment. J'ai tout. Chaque fois qu'il est venu, chaque mensonge que tu m'as dit, chaque fois que tu as changé ses draps et prétendu être fidèle. J'ai empoché le téléphone. Prends tes affaires et pars. Maintenant. J'ai fait une erreur, a plaidé Jennifer, tendant la main vers moi. J'ai reculé comme si elle était contagieuse. Plusieurs erreurs, plusieurs fois, préméditées, calculées, une trahison continue, ai-je corrigé. J'ai regardé ma montre avec une précision théâtrale. Tu as 20 minutes pour emballer l'essentiel et partir. Si tu n'es pas sorti, j'appelle la police et je leur montre ces séquences comme preuve de violation de domicile et d'adultère. Jennifer s'est effondrée, sanglotante, mais elle a bougé. Elle a trébuché dans les escaliers, rassemblant des vêtements avec des mains tremblantes. Je l'ai suivie à distance, regardant froidement alors qu'elle jetait des articles au hasard dans une valise des choix paniqués qui témoignaient de son absence totale de préparation aux conséquences. « Où vais-je aller » a-t-elle demandé, la voix brisée. « Chez tes parents. Chez ta sœur. Chez ton amant. Oh, attends. Il vient de s'enfuir en saignant et tout nu de ma pelouse. Peut-être pas chez lui, ai-je répondu froidement. Michael, s'il te plaît, a-t-elle tenté une dernière fois. 19 minutes, ai-je interrompu. Elle est partie avec une seule valise et un visage baigné de larmes, essayant encore de formuler des explications qui mouraient sur ses lèvres lorsqu'elle croisait mon regard vide. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis resté debout dans la maison silencieuse. Mes articulations étaient contusionnées et saignaient. Il y avait du sang sur ma chemise. Pas le mien. La porte de la chambre d'amis pendait de travers sur des charnières brisées. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé 2 doigts de whisky et j'ai appelé mon avocat. Dépose tout, ai-je dit. Aujourd'hui, la maison était silencieuse, à l'exception de ma respiration. J'ai bu le whisky d'un trait, ne ressentant rien. J'avais gagné. Mais pourquoi la victoire avait-elle un goût de cendre? La destruction légale de la vie de Jennifer a pris exactement 3 mois. Mes preuves étaient accablantes. Des séquences vidéo haute définition, des horodatages, des schémas de comportement documentés qu'aucun avocat ne pouvait expliquer ou minimiser. L'avocat de Jennifer a tenté de négocier, réclamant une pension alimentaire, un partage équitable des biens, invoquant une détresse émotionnelle et une folie temporaire. Mon avocat a diffusé 30 secondes de la vidéo au tribunal. Le visage du juge a tout dit. Jennifer a reçu le minimum légal. De quoi survivre temporairement, rien de plus. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite, ma dignité et ma conviction que les actes ont des conséquences. Les retombées sociales ont été pires que la bataille juridique, et j'ai orchestré chaque moment dévastateur.
J'ai envoyé des copies des preuves aux parents de Jennifer avec une chronologie détaillée et des explications. Je ne l'ai pas fait par cruauté. Je l'ai fait parce qu'ils méritaient de savoir pourquoi leur fille était soudainement sans abri et les appelait en larmes. La réponse de son père, quand Jennifer s'est présentée à leur porte avec sa valise unique et son histoire larmoyante, a été d'une finalité dévastatrice: tu as détruit ton mariage. Tu t'es humilié et tu as humilié cette famille. Trouve un autre endroit où loger. Sa mère ne voulait même pas la regarder. 3 mois après la confrontation, Jennifer travaillait comme serveuse dans un Applebee's, vivant dans un studio dans le quartier le plus malfamé de la ville. Son cercle d'amis de banlieue soigneusement entretenu s'était distancié. Certains ont cessé de répondre à ses messages en silence. D'autres lui ont explicitement dit qu'ils ne pouvaient pas cautionner ce qu'elle avait fait. L'amant, lui, avait complètement disparu. J'ai appris par une connaissance commune qu'il avait déménagé dans un autre état, invoquant des problèmes familiaux. Des rumeurs plus sombres suggéraient que les blessures que je lui avais infligées avaient laissé des complications durables, mais je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je m'en fichais. J'ai vendu la maison 4 mois après le divorce. Trop de souvenirs corrompus imprégnés dans les murs, dans la chambre d'amis, dans chaque coin où j'avais vécu un mensonge. J'ai acheté un condo moderne en centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond, des meubles minimalistes, plus proches de mon travail. J'ai commencé une thérapie pour traiter non seulement la trahison, mais aussi ma propre capacité de violence. Le thérapeute m'a aidé à comprendre que la rage était naturelle, que mes actions étaient compréhensibles même si elles étaient légalement discutables. J'ai tout traité avec la même approche méthodique que celle utilisée pour rassembler les preuves, étape par étape, séance après séance, construisant quelque chose de plus sain sur les décombres. 6 mois après la finalisation du divorce, Jennifer m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle voulait s'excuser proprement, face à face, pour tourner la page. Ma réponse a été immédiate et finale: dis-lui que j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, mais ce ne sera pas avec moi. Je n'ai rien à lui dire. Je ne la haïssais plus. Je ne ressentais plus rien quand je pensais à elle, et d'une certaine manière, cette indifférence totale était pire que la haine. 1 an après la confrontation, j'ai complètement tourné la page. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai obtenu une promotion en tant que directeur principal. Ma concentration et mon dynamisme sont devenus légendaires au bureau. Je recommence à sortir avec quelqu'un, sérieusement cette fois. Elle s'appelle Rachel. Elle est analyste financière, et quand elle m'a interrogé sur mon précédent mariage, je lui ai dit la vérité sans amertume, juste les faits: elle a trompé. J'ai découvert. Nous avons divorcé. J'ai fait une thérapie. Je vais bien maintenant. Rachel a apprécié cette honnêteté. La chambre d'amis de mon ancienne maison a été rénovée par les nouveaux propriétaires. Un jeune couple qui prévoit d'en faire une chambre d'enfant. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'y est passé, et cela me plaît ainsi. C'est juste une autre pièce dans une autre maison de banlieue vidée de son histoire. Pour moi, cette pièce a été à la fois une fin et un commencement. L'endroit où mon ancienne vie est morte et où ma vraie vie a commencé. La vie où je connais ma propre valeur et où je refuse d'accepter moins qu'une honnêteté totale. Je ne regrette pas la violence. Je ne regrette pas la destruction systématique de sa vie sociale. Je regrette seulement de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir gâché 6 ans avec quelqu'un qui n'a jamais estimé ce que nous avions. Mais j'ai appris. Et je suis libre. Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.